Nous allons traverser l'Atlantique pour aller vers la première République noire du monde, dont je suis très fier de porter les couleurs aujourd'hui, et étant citoyen d'honneur d'Haïti, décoré par une femme, dont je vous reparlerai. Je vous remercie d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité, et mon cher ami et néanmoins cousin, assez lointain, mais tout de même, Bernard de Montcuq, et vous pour votre présence. Alors, les femmes dans l'histoire d'Haïti, mais la première question qu'on va se poser, c'est mais quelle femme? Parce que là, ce que vous voyez sur... Est-ce qu'on peut enlever le petit chose qui était à droite, là, qui est la diapo suivante, ça peut perturber? Ça vous embête? Ça n'apparaît pas sur l'écran? Ah bon, c'est parfait. Ah, mais c'est parfait. Au lieu de me perturber, c'est pour moi. Bien. Oui, la question, et elle apparaît très clairement sur cette image que je vous donne en ouverture, mais de quelle femme parle-t-on en Haïti? Bon, la dernière dont on a parlé, elle est extrêmement connue parce qu'elle a été la première dauphine de la Miss française qui a été élue Miss Univers. Et donc sa première dauphine, eh bien, c'est Raquel Pélissier, qui est une haïtienne et que vous voyez là, qui est une très belle femme, naturellement. Inutile de vous dire, comme vous pouvez déjà l'imaginer, qu'elle appartient à ce qu'on appelle en Haïti l'élite, entre guillemets. Elle a reçu toute l'éducation qu'il faut, etc., etc., etc. Il y a aussi, et on en parlera souvent, une question de couleur en Haïti. Mais la femme haïtienne, à 95 et plus % peut-être, ce sont les femmes que vous voyez à l'arrière, qui sont ce qu'on appelle les petits marchandes en créole, les petites marchandes, qui font tous les jours le trajet de chez elles, pieds nus, souvent dans les hautes montagnes, jusqu'au marché, où souvent elles sont, à l'époque du valierisme, exploitées, puis ça a existé avant et ça durera, et ça a duré après aussi, mais peut-être moins fort, mais par les espèces de tontons, ce qu'on appelait les tontons maïkoutes, les miliciens en Haïti, qui n'hésitaient pas évidemment à prélever sur leur gain, à leur faire subir toutes sortes d'avanies que vous pouvez imaginer, parce qu'elles sont obligées de coucher sur les trottoirs en ville, évidemment, pour être là, pour rentrer le matin, après avoir descendu de leur montagne plusieurs kilomètres à pieds nus, avec une charge que j'ai pesée une fois, parce que ça m'intéressait de savoir, qui fait à peu près 25 kilos sur la tête. Alors j'appelle ces femmes-là, moi, qui sont les femmes, évidemment, non pas de l'élite, mais de la paysannerie. N'oublions pas que nous sommes dans un pays rural à encore au moins 85-90%, ce qui est énorme encore. Hein. Et nous sommes aussi dans un pays qui n'est pas un pays du Sud, théoriquement, géographiquement, puisqu'il est plutôt dans le Nord. Il est proche de Cuba, etc., entre Cuba, Porto Rico, la Jamaïque, mais en réalité c'est un pays du Sud, dans sa constitution, dans sa population, dans ses groupes, dans un tas de choses. Et donc, ces femmes-là sont les femmes de la paysannerie. Moi, je les appelle les guerrières du quotidien. Parce que c'est elles qui font bouillir la marmite pendant que ces dames descendent avec leurs 25 kilos sur la tête, pieds nus, en ville, pour subir tout ce que vous imaginez, et ramener quelques dollars, qu'on appelle en Haïti des gourdes, c'est la monnaie nationale. Eh bien, les hommes, eux, jouent au domino sous la galerie. Et ça, c'est un peu commun à toute la Caraïbe. C'est une des occupations majeures de l'homme en buvant du clairin, qui est une espèce de tafia, qui est le préalable du rhum, si vous voulez, très mal distillé et très dangereux. Alors, il y a donc, comme vous le voyez, déjà celles qui ont droit à la gloire, et puis celles qui ont droit au quotidien et au travail et à tout ce que vous voudrez. Et en fait, c'est un reflet. Tout est dual en Haïti. C'est un pays qui s'est constitué sur des bases coloniales essentiellement, et qui finalement aboutit à faire cohabiter deux nations. Je vous ai dit que les gens de l'élite s'appellent eux-mêmes l'élite. Nous, l'élite, nous devons faire ceci, nous devons faire cela, et sont en général moins colorés, mais pas toujours, que les gens de la paysannerie, du monde rural. Il y a une dualité, monde rural, monde urbain également. Ça existe dans beaucoup d'autres pays. Et puis, évidemment, il y a ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. À tel point qu'il y a même un proverbe en créole qui dit « Mulâtre riche, c'est nègre, nègre riche, c'est mulâtre ». Un mulâtre riche est un mulâtre pauvre, pardon, j'ai dit riche. Un mulâtre pauvre est un nègre, et un nègre riche est un mulâtre. Donc, dans la classe, comme on verra à la colonie, au temps de la colonie, dans la classe de ce qu'on appelle les mulâtres, c'est-à-dire les métis, il y avait des noirs libres à raison d'à peu près un tiers. Alors, je passe à la suite, si la technique ne me trahit pas. Voilà.
Il y a, dans toutes les âmes haïtiennes actuelles, la première république noire du monde s'est installée sur un pays où vivaient des Amérindiens, les Arawaks, qui eux-mêmes avaient subi des prédateurs qui étaient les Caraïbes. Alors, quand Colomb est arrivé, il s'est aperçu que les femmes ne parlaient pas la même langue que les hommes. Il a dit, tiens, c'est curieux, dans ce pays, il y a une langue des femmes, une langue des hommes. Encore que la dualité est toujours là. Il y a des opprimés, il y a des oppresseurs. Les hommes opprimant les femmes qui ne parlent pas la même langue, etc. En réalité, les femmes, c'était des Taïnos, de la race arawak, et les hommes, c'était des Caraïbes, des guerriers qui étaient venus par les îles sur leur petit canoë, et qui avaient tué et mangé, selon leur coutume, ils étaient anthropophages, les Caraïbes, les hommes, et pris les femmes. Enfin, c'est un peu l'histoire universelle, je dirais, des temps anciens. Donc, il y avait ces Amérindiens qui vivaient dans l'île, et que vous voyez ici, à l'arrivée de Christophe Colomb, qui avait très bien reçu Christophe Colomb, le cacique, le chef Guacanagari, l'avait très bien reçu. L'histoire d'Haïti, elle est fondée sur ce dilemme constant, opprimé, oppresseur. Vous voyez, au nord, donc, les Espagnols ont fini par faire disparaître le million à peu près d'Indiens qui vivaient dans l'île d'Hispaniola. Et les Français, les flibustiers, sont allés ensuite attaquer les Espagnols pour prendre leur gain. Bon, voilà, peut-être si vous, est-ce que vous voyez là oui. La souris sur l'écran. Vous voyez ici en haut, c'est ce qu'on appelle les frères de la côte, les flibustiers, les boucaniers, je m'attarde pas là-dessus. Il y a eu très peu de femmes là-dedans, c'était des sociétés d'hommes. Quelques-unes sont connues, comme Anne Gueuleveux, mais bon, ça n'est pas significatif. Là, on est vraiment dans une société d'hommes, de guerriers, où il n'y a pas de femmes. Ils vivent amatlotés, deux à deux. C'est-à-dire qu'ils se soutiennent l'un l'autre, et quand l'un meurt, l'autre touche son héritage, son fusil, tout ce qu'il a. Ils sont isolés sur les côtes et ils vont grignoter sur l'Empire espagnol, ce qui va devenir la colonie française de Saint-Domingue, à ne pas confondre avec l'audience espagnole de Santo Domingo, et qui va devenir par la suite, à la révolution des esclaves que vous voyez en bas, la République d'Haïti, première république noire du monde. Alors, ce qui est remarquable, bon, chez les flibustiers, il n'y a pas de femmes, je vous l'ai expliqué, mais là, en bas, il y a très peu de femmes aussi. C'est le moment de la libération des esclaves par le commissaire civil de la République, en 1793. Et les femmes, vous le voyez, elles sont en position d'imploration, elles sont à genoux. La femme, c'est la mère, en fait, qui remercie le bon libérateur blanc. L'homme est debout, lui. Apparemment, ce serait lui le guerrier. Je vous ai parlé des guerrières du quotidien au départ, que sont les femmes. Hein. Alors, dans la société amérindienne, un peu comme chez nous en Gascogne, nous avons la dame, c'est-à-dire la dame qui hérite de la maison, au même titre qu'un homme. Il n'y avait pas de loi salique, c'est une invention. Chez les caciques haïtiens, chez les rois et les reines d'Haïti, il y avait effectivement aussi des reines. Et ici, nous avons la plus célèbre, qui est Anacaona, qui était la sœur de Boekio, le cacique du Zaragua, dans le sud de l'île, et qui était l'épouse du cacique de la Maguana, qui s'appelait Caonabo. Caonabo a été tué au combat avec les Espagnols. Anacaona a été une des dernières à résister. Elle a été pendue par Ovando, à Santo Domingo, après avoir été saisie, elle et toute sa cour massacrée, à Léogane, ce qui deviendra Léogane, à Zaragua à l'époque, Yaguana, la capitale du Zaragua, et elle a été pendue par Ovando, et est devenue ensuite donc une espèce d'héroïne dans l'esprit des Haïtiens. Vous me direz, mais les Haïtiens n'ont pratiquement rien à voir avec elle, et c'est vrai. Le sang indien chez les Haïtiens d'aujourd'hui, il ne se montre même pas à 1%. Ce sont des traces infinitésimales. Vous pouvez voir par moments quelqu'un qui ressemble à un Indien, un Amérindien. Ça existe, ça revient. Mais il y en a très très peu. Mais c'est toujours ce que vous allez trouver dans la peinture, par exemple, dans la culture. Ce rêve d'un paradis perdu d'avant les colons qui revient. Et Anacaona en a une trace à tel point qu'à Léogane, son ancienne capitale, on vient de lui élever une statue récemment. Voilà la statue donc d'une reine amérindienne qui a été élevée par un pays qui se veut un pays noir. Hein, c'est dans la première constitution, c'est dit. L'Haïtien est un homme noir et ne sera plus connu génériquement que comme tel. Sont exclus de cela les Polonais qui ont aidé de cet article, et c'est dit là aussi dans la première constitution, qui ont aidé à l'indépendance d'Haïti dans les troupes envoyées par le général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, le mari de Pauline. Donc on lui élève une statue,
Et c'est une représentation valorisante, je voulais vous la montrer, tout de même de la femme amérindienne dans l'esprit de l'haïtien d'aujourd'hui. Autre chose intéressante, on a beaucoup parlé de religion, là ça me permet de revenir à quelque chose qui est important aussi en Haïti. Mon père, vous avez parlé de pourcentage, je vais faire à peu près la même chose que vous, hein, à vue donnée, comme on dit chez nous, hein, en Gascogne. On a pas mal de... Bon, les Haïtiens sont généralement catholiques, hein, en grande majorité, grâce aux frères de l'instruction chrétienne de Ploermel, les pères de Saint-Martial, etc., qui ont fait un travail énorme après l'indépendance, parce que la France, évidemment, n'était plus, ils étaient en conflit. Les Français voulaient récupérer leur colonie la plus riche du monde. Et donc, finalement, vous avez quelques protestants qui commencent à entrer par les églises évangéliques, essentiellement, américaines, puisqu'on est près des États-Unis, mais quasiment, je dirais presque 100% des Haïtiens, peut-être pas 100%, mais pas loin, sont vaudouisants. Ou tout au moins, pour les peut-être même pas 1% qui ne le sont pas, ont peur du vaudou, ce qui revient à peu près au même, dans l'esprit. Parce qu'il y a des pratiques occultes à côté des pratiques visibles. Alors, pour faire très rapidement, dans le vaudou, qui est la religion que les esclaves avaient inventée pour transporter leur religion africaine avec eux. Alors, africain, ça ne veut rien dire, parce que l'Afrique est très diverse. Mais l'essentiel, là, de cette religion vient d'un pays qui s'appelle aujourd'hui le Bénin, hein, et qui vient du Dahomey et du royaume d'Alada. Nous avons reçu à Bordeaux, au musée d'Aquitaine, le roi d'Alada, qui est venu parce que nous avions fait des salles sur l'esclavage, sur Haïti, etc. Et j'étais très content de les voir. Alors, il y a évidemment un pendant à chaque dieu du panthéon, je vais dire, c'est moi l'expression, mon père religieux chrétien, catholique, dans le panthéon vaudou. Alors, par exemple, la Vierge Marie, c'est Herzili d'Antor. Mais ça peut être aussi Herzili Freda. C'est pas la même chose. Ça peut être aussi une autre Herzili, encore une autre. Et ça, les deux principales sont Herzili d'Antor, hein, qui est une image que certains pensent issue de la Vierge Noire de Pologne, apportée par ces fameux Polonais qui ont participé à l'indépendance d'Haïti. Ça, c'est un peu un rêve. On parle de rêve et de réalité. La réalité, c'est que le vaudou, il est implanté depuis bien avant l'expédition Leclerc, il est implanté depuis les débuts de l'esclavage, et donc elle existait déjà, Herzili d'Antor, Herzili Freda. Alors, il y en a une que vous voyez ici, Herzili d'Antor, qui est noire, et une autre qui a l'air blanche, c'est une mulâtresse, en fait. Elles sont différentes. Herzili d'Antor, elle est représentée parfois comme une guerrière, vous voyez sur l'image du haut à droite, alors que Herzili Freda, c'est le contraire, on dirait que une épée lui transperce le cœur. Alors qu'Herzili d'Antor tient un poignard, elle protège son enfant. Ce sont deux concrétisations religieuses évidentes de deux modes de vie. Il y a la femme guerrière dont je vous parlais, qu'on va retrouver pendant les guerres de l'indépendance, et puis il y a la femme qui, traditionnellement, je dirais, je ne m'avance pas trop quand même, hein, met en avant sa beauté, est un objet de, alors là je dérape complètement, est un objet de plaisir, d'amour, tout au moins, hein, mais c'est Herzili Freda, qui est donc représentée par une mulâtresse. Et la question de couleur est constamment présente dans tout ce que font les Haïtiens, et il ne faut pas s'en étonner, même dans les représentations religieuses. Alors cette colonie dont je vous ai parlé, on va voir maintenant, si vous voulez, après cette mise au point sur les fondements, sur les fondations même, hein, de l'image de la femme, quelles sont les représentations coloniales et quelles sont derrière les réalités. Vous avez, dans toutes les représentations, vous avez des femmes. Au premier plan, très souvent, et là on est dans la femme objet, décor. On est dans la femme, la vue tout à fait bornée, classique, de la femme mère, ou de la femme marchande, à la rigueur, si on lui accorde une activité, ou de la femme ornement, de beauté. Comme on voit, ici c'est une vue du Cap français, la capitale économique de l'île, qu'on appelait le Paris et des Antilles. Vous voyez, ici par exemple, on a deux types de femmes. On a la femme blanche, la femme de colon, sur la gauche là, qui est assise naturellement, hein. Elle est assise. Bon. Et qui est objet de courtoisie de la part du colon, qui lui compte fleurette, tout ce que vous voudrez, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors, à côté, vous avez dans le même mode, mais un peu différemment, les femmes noires
qui se livrent à l'activité de la danse, hein, une activité valorisante selon les peintres d'époque pour les femmes, parce qu'elle met en valeur leur beauté, leur charme, tout ce que vous voudrez. Même chose ici, sauf que vous avez un peu de toutes les couleurs, des noirs, des mulâtresses, des carteronnes, qui sont quasiment blanches. Il y avait toute une typologie que je ne vais pas développer, parce que c'est tout à fait anti-scientifique, ce genre d'affaires. Hein. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, les mélanges. On ne peut pas les faire des catégories, mais il y avait en tout cas des termes qu'on employait. Carteronne, c'est quelqu'un qui a un quart seulement, on va dire, en gros, de sang noir, ce qui correspond à des personnes qui ont un grand-père, une grand-mère noire, etc. En général, c'est la grand-mère. C'est un peu comme un carteron, si on était à l'époque de la colonie, comme le chanteur Julien Clerc, hein, en fait, qui a une ancêtre, une grand-mère guadeloupéenne. Voilà. Vous remarquez que les femmes dansent ou se montrent, tout simplement, et les hommes jouent. Là, ça a certainement une certification, c'est eux qui font de la musique, pas les femmes. Ici, même chose, sauf qu'on est en présence de la dame qui est ici à droite, qui est manifestement la maîtresse, la femme du colon. Et ici, nous avons ce qu'on appelle une carteronne, ici une mulâtresse, et les autres personnages de femmes sont ici, par exemple, une noire, hein, qui est en général esclave. Il y avait 500 000 esclaves noirs en Haïti. Alors les rôles traditionnels, vous le voyez dans les gravures de Ponce, par exemple la blanchisseuse, ici sur cette assiette magnifique qui avait été offerte à un père par son religieux, hein, par son frère qui vivait aux îles, vive le beau travail avec une belle faute des îles de l'Amérique. Hein. Alors bon, peut-être pas pour tout le monde, on a l'impression que les esclaves dansent, en fait ils travaillent en ligne là, ils sont en train de sacler en ligne. Sous la conduite ou la baguette même on dirait d'un quasi-chef d'orchestre, qui en réalité ne se présentait pas du tout comme ça. Le gérant ou l'économe blanc ne commandait pas directement, il passait par un commandeur noir, qui lui-même appliquait la peine du fouet, comme vous le voyez ici, qui est donné à un récalcitrant. Dans ce bel opéra, il y a un récalcitrant qui, lui, eh bien, a sa juste punition, d'après le principe colonial. Quant aux femmes, eh bien, elles élèvent les enfants. Ça n'est pas tout à fait faux. Les femmes de plusieurs enfants restaient à la case et n'allaient pas au travail des champs. Ce qui est complètement faux, c'est la vue du travail en ligne où on ne voit que des hommes. Et comme vous allez le voir sur une autre gravure ici, qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche de la réalité, dans le petit atelier, on parlait d'atelier d'esclaves, mais dans le petit atelier, il y avait une grande majorité de femmes. Alors on s'est posé la question de la violence faite aux femmes un peu plus tôt. En Haïti, la réponse, elle est très claire. La violence, elle est faite aux derniers arrivés, quand ils sont soumis, pas quand ils sont guerriers, et aux plus faibles. Alors, évidemment, la femme tape l'enfant, mais c'est parce que l'homme tape la femme, pour commencer. Hein. La femme tape l'enfant botte les fesses du chien. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose avec les prédateurs divers qu'a suivi ce pays dans toute son histoire. C'est toujours le plus faible qui trinque. Alors, qui trinque en Haïti en arrivant d'abord captif, ensuite esclavagisé sur la plantation? C'est un peu différent. Hein. Eh bien, l'esclave, celui qui trinque en priorité, c'est le plus faible. Donc c'est le bossal, comme on l'appelle, qui vient d'arriver d'Afrique, par rapport au créole qui est né sur place. Un esclave noir né sur place, c'est un créole. C'est la femme par rapport à l'homme. C'est l'enfant par rapport à la femme. Vous voyez, en Haïti, ce rapport de la violence aux personnes humaines, dont on a beaucoup parlé ici, est très clair. Vous le voyez ici, bon, on a toujours l'économe blanc, mais le commandeur derrière, là, normalement, il est noir. Et le travail se fait toujours comme ça en Haïti, ça s'appelle une koumit. Et on le fait en chantant, comme on voyait dans l'assiette. Et c'est ainsi qu'on... Ils ont un peu du mal à passer parfois. Voilà. Donc pour préciser ces notions de créole, de mulâtresse, de couleur, parce que tout, comme je vous l'ai dit, est dual par la couleur, il y a... la couleur génère le statut, si vous voulez. Et là, ça passe par la femme. C'est un peu comme chez les Romains, ça passe par le ventre. Si vous naissez d'un père marquis en France et d'une mère esclave qui l'a séduite, sans prendre de parti, hein, dans le bon sens ou dans le mauvais, c'est rien, mais enfin peu importe, l'enfant mulâtre, métis, est esclave. Le contraire, qui se produit très rarement, c'est-à-dire un noir esclave qui aurait eu un enfant d'une maîtresse créole, mais ça a pu arriver, fait que l'enfant, à ce moment-là, j'ai dit un noir esclave, hein, d'une maîtresse créole, celui-là, il est blanc.
Vous avez un film américain là-dessus, avec la fille d'un colon qui a l'air blanche, comme ça, mais enfin, qui est surtout considérée comme une blanche et qui finit par être vendue comme une esclave, enfin, parce que légalement, c'est pas forcément la même chose après la colonie. Alors ici, vous avez à gauche une créole. Ça a été pris en Béarn, certainement. C'est une Béarnaise. On voit les Pyrénées derrière. C'est presque le boulevard des Pyrénées. Beaucoup de Béarnais étaient présents dans la colonie. À 40%, les colons étaient des Aquitains et dominés par les Béarnais. Et à droite, c'était une mulâtresse. La différence, vous voyez dans les vêtements, les mulâtresses n'avaient pas le droit. Alors, les mulattes n'avaient que des droits économiques et aucun droit politique et surtout sociaux, je dirais, puisqu'ils ne pouvaient pas ressembler aux Blancs, puisqu'ils avaient une goutte de sang noir. Ils devaient faire une classe tampon, une classe intermédiaire, comme les appelaient les Blancs, pour ne pas donner l'espoir aux Noirs de pouvoir sortir de l'esclavage. Et donc, elle n'a pas le droit de porter des chaussures. Donc, elle est pieds nus. Elle n'a pas le droit de porter des bijoux. Donc, elle n'en a pas. On ne lui a pas enlevé le droit de porter le foulard, le madras traditionnel aux Antilles. Mais bon, c'est tout juste. Les Blanches se plaignaient qu'au théâtre, les mulâtresses étaient plus belles qu'elles. C'est logique. Les loges étaient séparées. Une mère ne logeait pas forcément avec sa fille au théâtre. La fille était dans la loge des Blanches, ou plutôt des mulâtresses claires. Elle était dans la loge des Noirs. Si loge il y a. Alors, voici le portrait d'un colon là, qui est intéressant, parce que ce colon Gattreau, ah là là, je ne vais pas arriver à le retrouver. Ça passe plus ou moins bien. Le colon Gattreau, qui a été un grand polémiste, hein, un colon blanc d'origine aquitaine, d'ailleurs il est de Montauban, et il est représenté là avec sa femme. Alors en tenue très bien, si on ne fait pas attention, c'est le tableau d'un colon avec sa femme blanche, etc. Pas du tout. Sa femme est une mulâtresse. Et c'est même une carteronne, je dirais, à vue de nez, comme ça. Hein. Et ses domestiques, naturellement, sont des Noirs. C'est pour ça que je vous ai donné ce tableau, parce qu'il est intéressant pour deux choses. Premièrement, la femme qui accédait au mariage avec un colon était évidemment la femme de couleur, hein, était évidemment valorisée, et ça arrivait, qu'elle soit noire ou de couleur. Bon, dans l'esprit colonial, hein, toujours du préjugé qui dominait tout. Ce préjugé de couleur qui est devenu aujourd'hui, malheureusement, dans pratiquement toutes les Antilles, anciennes colonies à esclaves, ce qu'on appelle pudiquement la question de couleur, mais qui en réalité est une question de racisme. Il faut quand même être très très clair là-dessus. Hein, parce que ça régit encore beaucoup de rapports sociaux. Eh bien, elle accédait à quelque chose, peut-être dans l'esprit colonial, mais lui, pour le punir, il était déclassé. Il tombait dans la classe intermédiaire des hommes de couleur, tout blanc qu'il était. Puisqu'il avait épousé une mulâtresse, ah ben très bien, vous allez avoir des enfants de couleur, donc vous êtes un homme de couleur. Il perdait beaucoup de droits, il ne pouvait plus se faire élire. Ce Gattreau est devenu un des plus grands polémistes blancs de la colonie française de Saint-Domingue, un des plus grands adversaires du système, évidemment, hein, comme vous pouvez vous en douter. Alors le principe, il est simple, vous le voyez, le principe du mulâtre, comme on dit aux îles, c'est qu'il y a un colon blanc, vous le voyez ici, une ménagère, comme il disait pudiquement, noire, ménagère, il l'appelait, parce que les femmes blanches ne voulaient pas venir à la colonie, c'était pas un Eldorado pour elles, c'était un pays dangereux, c'était moins bien que ce qu'elles avaient en France, et donc ça fait un petit mulâtre, qui est au milieu, et qui parle à son père, là. Voilà une promenade de dames de toutes les couleurs, si je puis dire, mais en réalité nous avons affaire ici à des femmes de couleur qui sont des carteronnes très blanches. Vous avez ici une mulâtresse et vous avez des domestiques qui sont noirs. Et là, vous avez un enfant qui est tenu par une domestique noire. Et qu'est-ce qu'on appelle aux îles, en tout cas en Haïti, un grimaud, ou à la Martinique, un chabin. C'est-à-dire un enfant d'une famille noire, comme on le voit ici. Hein. Vous avez une famille noire qui reçoit une famille de couleur. Alors tout ce mélange, c'est pour ça que je dis que toutes ces appréciations pseudo-scientifiques sur les pourcentages ou autres, n'en fut court. La femme, la mulâtresse qui est ici, a une fille carteronne qui est blanche. La femme noire qui est ici a un fils noir. Et on ne sait pas trop si le mari mulâtre qui entre ici est celui de la mulâtresse ou celui de la femme noire libre. Parce que ça existait aussi. Il y avait les noirs libres. Tous n'étaient pas forcément esclaves. C'est un tableau de Le Masurier, là aussi. Et là, il nous présente une famille esclave. Et c'est intéressant parce que l'un des enfants de cette famille, noir, absolument, là, il n'y a pas de problème. Et lui, il n'a pas l'air noir. C'est ce qui arrive aussi dans les îles, on ne sait plus qui est qui au bout d'un moment. Et ces enfants-là, qui sont des noirs, qui ont plutôt l'air blanc, on les appelle des grimauds, comme je vous ai dit, ou des chabins. Il y a eu une représentation par une femme de ce portrait qui est très connu sous le nom de portrait d'une négresse. Alors, je vais être un peu obligé d'accélérer énormément. Remarquez à la fois l'assurance qui lui a été donnée dans la position du blanche
et en même temps le regard résigné. Ici, nous avons soit la négrillonne esclave avec son collier de servitude à gauche, soit la nourrice à droite, qui elle est affranchie, blanche, porte la croix catholique, etc. Il y a eu une mode en France des petits noirs de cour, et là, nous avons pu avoir des accidents de parcours, je dirais, dans le mélange des couleurs, puisque on a connu l'épisode de la Moresse de Morée, qui était, paraît-il, une fille de Louis XIV, ou en tout cas, ou de son épouse, de la reine. J'accélère un petit peu, la Moresse de Morée, la voici. Alors, dans la galerie de l'héroïsation haïtienne des femmes, on n'a que des représentations, en fait, qui sont des représentations de la peinture naïve historique. Alors, Cécile Fatiman, prêtresse vaudou du Bois Caïman, la cérémonie qui a mis en place l'organisation de la révolte qui est devenue Révolution et Indépendance. Marie-Jeanne Lamartinière, qui a défendu un Fortin, Victoria Montou, chef de bande. Romaine la prophétesse, qui en fait était un homme, qui avait un nom de femme. Henriette Saint-Marc, etc., etc. On les commémore par des timbres, vous voyez. J'accélère énormément parce qu'on me fait signe que mon temps commence à s'épuiser. Sanit Belair était devenue lieutenant dans les troupes coloniales françaises et ensuite elle s'est enfuie dans les montagnes pour marronner, comme on disait, et est devenue chef de bande marron. Et celle que vous voyez à droite, c'est l'épouse de Dessalines, qui est Marie-Claire, elle s'appelait Marie-Claire Heureuse de son prénom et Bonheur de son nom de famille. Et elle a été un bonheur effectivement pour le peuple, elle était très charitable pour tout le monde. Le drapeau aurait été cousu par Catherine Flon, une femme noire, au congrès de l'Arcaé, en supprimant le blanc du drapeau français. Là aussi, donc, ça donne lieu, par exemple, à des billets comme ce billet de Gigourde, c'est-à-dire 2 $, en fait. Voilà le portrait d'une... Alors, nous avons ensuite toute la catégorie, je vais aller très très vite, des femmes d'influence, hein, qui sont les femmes de président ou les maîtresses de président. Alors, en voici une, Fémie d'Aguil. La femme de Toussaint Louverture, on la connaît très mal, on n'a que des représentations. Elle était noire, dit-on, mais comme il a eu un fils mulâtre, il y a toute une griffe plutôt, c'est-à-dire fils d'un mulâtre et d'une noire apparemment, comme il s'est déclaré lui-même. Il y a toute une polémique sur la réalité de ce fils, qu'il a reconnu sa légitimité plutôt. Voilà la femme de Isaac Louverture qui est mort à Bordeaux, et elle aussi morte à Bordeaux, enterrée à la Chartreuse. C'était une petite nièce de Toussaint Louverture, par un côté de couleur de la famille du héros noir Louverture. Elle est enterrée à la Chartreuse. Voici la femme de son autre fils Placide, qui était le griffe en question, qui a vécu à Stafford. Il a épousé Joséphine de la Casse de Corinthe du Parc, de la noblesse de la région. Ils ont eu des enfants qui existent encore, qui sont des blancs aquitains d'aujourd'hui, je dirais. Voici le roi Christophe avec sa femme. Là, on a un buste, c'est très rare. Et là, elle est représentée sur un tableau contemporain. Voici Joute Lagenais, qui a été la maîtresse puis la femme de 2 présidents, les 2 premiers de l'indépendance, le fils de Bordelais, Pétion, qui était un mulâtre, et le Boyer qui lui a succédé, qui était aussi un mulâtre, et qui s'est fait représenter ici sur un tableau officiel. Ça, ce sont des portraits officiels, comme sa sœur que vous voyez à côté. Vous voyez ? Alors, ensuite, Pauline Bonaparte, vous la connaissez, je passe sur ces phrases, qu'on pourra en reparler si vous voulez. Marie Laveau, vous la connaissez. Tout ça sont des gens de Saint-Domingue, hein, avec le vaudou en Louisiane, c'est elle qui l'a apporté de Saint-Domingue. La cour de l'empereur Soulouk, il y a eu 2 empereurs en Haïti et un roi. Sa femme, ses filles. Les élégantes de Port-au-Prince, et je reviens là à une espèce de sérénité qui va finir par se créer autour des femmes haïtiennes, autour de cette idée des élégantes de Port-au-Prince. Vous voyez, ce tableau de Léoncia Legault, une descendante de Toussaint Louverture, respire la sérénité, de même que la belle Victoire, qui était la maîtresse de 2 ou 3 présidents à la suite. Et puis il y a une haïtienne extrêmement célèbre dont il faut tenir compte, c'est Jeanne Duval. Elle n'est jamais née à La Réunion, comme on nous dit partout, elle est née à Jacmel, en Haïti. Et nous avons un portrait par Manet que vous voyez à droite, et une photo par Nadar. Donc il n'y a aucun problème, dans la même pose et tout. C'est bien elle. Et nous avons aussi ce portrait qui est signé, je passe sur les détails, par un tas d'Haïtiens de Paris, à l'époque, puisqu'elle est née après l'indépendance, hein, c'est une femme haïtienne. Vous la voyez là. Là, on ne sait pas trop si c'est elle à gauche, c'est probable, à droite un peu moins, mais bon, on a aussi des photos de Nadar à l'époque. Nous avons ensuite des célébrités, j'en viens aux femmes actuelles, et je vais conclure là-dessus, qui sont des célébrités, et comme on parle de théâtre beaucoup, il y a des actrices et des danseuses, notamment. En voici 2, Emeraude de Pradine et Toto Vicente, qui est une chanteuse. Voici une reine de beauté, la première dans les années 60, que j'ai personnellement connue. C'est Claudinette Fouchard, qui était la fille du grand historien noir Jean Fouchard, auteur des Marrons de la Liberté.
des esclaves qui avaient fui les plantations. Voici Hélène Saint-Macary, qui est une Béarnaise d'origine, une fille de Jean-Jacques, une petite fille de Jean-Jacob Saint-Macary, qui avait épousé le président Porno. Les descendants existent encore à Bordeaux notamment, sont de bons amis. Et voici la sinistre famille Duvalier. Alors là, il faut voir l'image, elle est splendide, parce que Madame Simone Ovid Duvalier, Maman Simone pour le peuple, il fallait l'appeler comme ça, tient son sac un peu n'importe comment, étatifé un peu n'importe comment, et monsieur, lui, tient sa mitraillette assez bien. Quant au fils, il est là, on le connaît, Baby Doc, après Papa Doc. Et derrière, vous avez les tontons Macoutes avec leur lunettes noire, à savoir, il y avait aussi des femmes là-dedans, hein. Il y avait au moins une femme qui était très connue. Jean-Claude Duvalier épouse une belle mulâtresse, qui est une descendante de flibustiers jamaïcains. Arrive ce qui devait arriver, Michel Bennett, ça ne plaît pas trop à tout le monde finalement. Et puis surtout, elle épuise les finances de l'État, hein, et elle finit par l'abandonner pour aller se marier avec un chèque approvisionné, un vrai chèque en Arabie. Elle porte ici son manteau de fourrure qu'elle ne quittait jamais depuis qu'elle l'avait acheté à Paris, y compris dans les endroits les plus chauds. Elle avait même fait climatiser une aile du palais, à la grande surprise des dames qui arrivaient en tenue tropicale, pour porter son manteau de fourrure. Alors c'est une célébrité. Voilà. Alors là, soyons plus sérieux, Michaëlle Jean était la première gouverneure du Canada pour la reine d'Angleterre. Elle est ici avec Barack Obama, mais déjà elle l'était avant lui, au pouvoir, si je puis dire. Elle passe devant la garde canadienne. Des femmes célèbres aujourd'hui comme Yannick Lahens, écrivaine, d'origine bordelaise, ses ancêtres. Hein. Et Ticorn, comme on l'appelle en créole, qui est Christina Schutt, d'origine allemande, une chanteuse en créole. Alors, madame, il y a peut-être une cousine parce qu'elle s'appelle Nice. Oui. Nice Simon, elle est mère de Tabar. Alors, c'est un prénom qu'elle a dû prendre en Belgique ou en France, je ne sais pas. Hein, Nice, et Simon est un nom assez répandu, récemment élu. Et je termine sur l'image de la dame qui m'a fait l'honneur de me décorer de l'Ordre national honneur et mérite de la République d'Haïti au grade directement de commandeur pour mes travaux en Haïti à la Société haïtienne d'histoire, au bureau de la Société, et qui est Erta Pascal Trouillot. La seule femme présidente de toute l'histoire d'Haïti. Le reste, ça n'a été que des généraux. Il n'y a eu qu'un civil, Michel Oreste, et après Duvalier, malheureusement. Mais avant Duvalier, il n'y avait que des généraux. Et quand Duvalier a sauté, le fils, personne n'a voulu y aller, évidemment, parce que la situation était révolutionnaire. Et c'était normalement le premier magistrat de la Cour de cassation qui devait faire la vacation de pouvoir. Il n'a jamais voulu. On a descendu l'échelle, on est arrivé en numéro 3, on est tombé sur cette magistrate qui était une femme et qui a dit « Moi, je vais le faire ». Elle est allée et elle a pris de gros risques parce qu'on tuait les gens. Hein, en Haïti, on tue les gens pour la politique. Et elle est allée, donc je suis très fier que ce soit elle qui ait pensé à moi et non pas Duvalier ou celui qui a suivi, Aristide, qui n'était pas mieux, qui a fait aussi beaucoup de morts, sous une autre forme et avec une autre idéologie. Je m'arrête là. Je vous remercie.